À Cocody, là où les villas respirent le calme et les manguiers balancent leur ombre sur les grilles en fer forgé, vivait une petite fille dont le rire suffisait à ensoleiller les matinées. Jeanne, 8 ans, de nattes soignées, des yeux curieux qui brillaient plus fort que le soleil d'Abidjan. Son monde se résumait à la grande maison blanche bordée de bougainvilliers, au parfum du foutou que sa mère préparait le dimanche, et aux bras solides de son père qui la hissait sur ses épaules pour qu'elle attrape les goyaves du jardin. Henri, son père, était un homme d'affaires respecté, propriétaire de plusieurs boutiques et d'une entreprise de transport. Il était connu pour sa rigueur, mais à la maison, c'était un papa tendre et présent. Clarisse, sa mère, avait la douceur dans la voix et la force dans le regard. Enseignante de formation, elle s'était dévouée entièrement à l'éducation de Jeanne. Les journées passaient dans une harmonie douce. Jeanne allait à l'école, revenait raconter ses journées, riait aux éclats en courant entre les manguiers, tombait, se relevait, insouciante. Tout semblait solide, inébranlable. Mais la vie n'envoie pas d'avertissement avant de tout briser. Henri et Clarisse devaient assister à un mariage à Yamoussoukro. Jeanne, enrhumée, resta à la maison avec sa nounou, Adjoua. Avant de partir, Clarisse déposa un dernier baiser sur son front et lui promit « On revient vite, mon cœur ». Ils ne revinrent jamais. Le lendemain matin, Adjoua reçut un appel et se mit à hurler. Jeanne, terrifiée, accourut. Les adultes commencèrent à envahir la maison. Certains pleuraient, d'autres parlaient à voix basse. Jeanne ne comprenait pas. Accident, camion, mortel. Les mots flottaient autour d'elle sans faire sens. Quand enfin elle vit les cercueils blancs alignés dans le salon, la réalité la frappa comme une vague. Son monde parfait s'était effondré, et plus rien ne serait jamais pareil. 10 jours après l'enterrement, la grande villa était devenue une maison fantôme. Les bougainvilliers semblaient moins colorés. Le foutou du dimanche n'exhalait plus ses effluves. La vie semblait avoir déserté les lieux. Un après-midi, alors que Jeanne jouait seule dans la cour, un homme arriva. Un sourire trop large, une démarche assurée. C'était Paul, le petit frère d'Henri. Paul expliqua aux proches de la famille qu'il prendrait Jeanne sous son aile. C'était son devoir, disait-il, sa responsabilité. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni chagrin ni amour. Il y avait une ambition froide. Rapidement, les papiers de tutelle furent signés. La villa, les commerces, les comptes bancaires, tout passa sous son contrôle. Jeanne fut placée sous son autorité sans qu'on ne lui demande jamais son avis. Tanti Alice, la femme de Paul, s'installa dans la grande maison avec leurs 2 enfants, Rose, du même âge que Jeanne, et Marc, plus jeune, de 2 ans. La transition fut brutale. D'un monde d'amour, Jeanne entrait dans un monde d'intérêt. La maison n'avait pas changé, mais tout en elle était différent. Tanti Alice se promenait en pagne neuf, son téléphone collé à l'oreille. Paul se vantait devant ses amis d'être devenu un grand homme. Rose passait ses journées vissée à sa tablette. Marc semait ses jouets dans toutes les pièces. Jeanne, elle, errait comme une âme en peine. Au début, Tanti Alice la traita avec une politesse froide. Elle lui préparait ses repas, l'envoyait à l'école, lui offrait quelques sourires mécaniques. Mais cette illusion ne dura pas. Très vite, Jeanne sentit qu'elle n'était pas chez elle. Les regards se firent plus durs. Les tâches ménagères commencèrent à lui tomber dessus, au début de façon déguisée, puis de manière assumée. Jeanne, nettoie le salon. Jeanne, va balayer la cour. Jeanne, aide Rose à ranger sa chambre. C'était comme si elle devait payer sa place. Comme si l'amour de ses parents morts n'avait plus aucune valeur ici. Dans le salon climatisé, Rose régnait en petite princesse. Assise sur le grand fauteuil en cuir, elle jouait des heures sur sa tablette Dernier Cri, que son père venait tout juste de lui offrir. Ses doigts glissaient avec aisance sur l'écran lumineux pendant que ses éclats de rire résonnaient dans la pièce. Quand Jeanne s'approchait, curieuse de découvrir ce qui la rendait si joyeuse, Rose serrait sa tablette contre elle et la fusillait du regard. « Tu ne touches pas! Tu vas salir ma tablette avec tes mains de boniche! » lançait-elle avec mépris. Chaque fois, Jeanne détournait le regard, le cœur serré. Elle retournait à ses corvées ou se réfugiait dans un coin du jardin, là où les souvenirs heureux de ses parents semblaient encore flotter. Rose continuait d'exhiber ses nouvelles affaires devant Jeanne. Des robes scintillantes, des chaussures brillantes, des bijoux en toc mais clinquants. Et surtout, cette fameuse tablette, symbole de son statut de fille privilégiée.
Les jours passaient ainsi entre les moqueries de Rose et le silence résigné de Jeanne. Mais dans ce silence, une force invisible grandissait, une détermination que Rose et sa mère n'avaient pas mesurée. L'illusion d'une vie partagée sous un même toit vola en éclats le jour où Tanti Alice renvoya sans ménagement les 2 domestiques de la maison. « Pourquoi payer des gens alors qu'on a Jeanne? Elle ne fait rien d'utile, autant qu'elle serve à quelque chose », déclara-t-elle fièrement en buvant son thé avec ses amis. Ce jour-là, Jeanne comprit que sa vie venait de basculer pour de bon. À partir de ce moment, les corvées devinrent sa nouvelle réalité. À l'aube, elle était déjà debout, balai en main, lavant les sols encore frais de rosée. Elle enchaînait ensuite avec la lessive, la vaisselle, le repassage, le nettoyage des vitres et des chambres. Tanti Alice inspectait chaque recoin, traquant la moindre trace de poussière. « Tu n'as pas bien frotté ici. Recommence, » disait-elle sèchement. Jeanne, les mains gercées par l'eau et la lessive, ne bronchait pas. Elle encaissait tout, silencieuse. Rose, elle, paradait dans la maison comme une reine capricieuse, multipliant les ordres et les caprices. Marc s'amusait à salir derrière Jeanne juste pour le plaisir de la voir recommencer. Et Paul, il était trop occupé à jouir de sa nouvelle vie de nanti pour prêter attention à la souffrance de la fille de son propre frère. Mais malgré tout, le soir, quand tout le monde dormait, Jeanne ouvrait ses cahiers sous la faible lumière d'une vieille lampe torche. Ses yeux fatigués parcouraient les pages. Elle étudiait, encore et encore, parce qu'au fond d'elle, une voix murmurait « Tiens bon, un jour, tout changera. » L'école était le seul endroit où Jeanne pouvait encore respirer un peu. Même si elle arrivait chaque matin les yeux cernés, les bras fatigués d'avoir porté des bassines ou frotté des carreaux, elle entrait dans la classe avec dignité. Ses cahiers étaient impeccables, ses devoirs toujours faits. Elle levait la main avec assurance, répondait juste, écoutait avec attention. Les professeurs l'adoraient. Elle était l'élève modèle, celle dont on cite les dissertations, dont on lit les réponses à voix haute. Rose, elle, brillait par sa présence, mais pas par son intelligence. Habillée comme une poupée, elle arrivait accompagnée d'un chauffeur, un parfum fort précédant son entrée. Son sac était griffé, ses chaussures vernies, mais ses notes étaient ternes. Elle bâclait ses devoirs, bavardait en classe, Marc copinait avec les plus bruyantes. Et plus les professeurs félicitaient Jeanne, plus Rose la détestait. À la récréation, elle faisait semblant de ne pas la connaître. « Vous voyez la fille là-bas » disait-elle à ses amis en désignant Jeanne. « Elle fait le ménage chez moi. » Les autres riaient. Jeanne, elle, encaissait. Elle se murait dans le silence. Mais ce que Rose et ses amis ignoraient, c'est que Jeanne apprenait plus que les leçons du programme. Elle apprenait la patience, la résistance, la maîtrise de soi. Et un jour, cette différence allait tout changer. Le jour où les domestiques quittèrent la villa, la maison se referma sur Jeanne comme une prison. Chaque matin, elle devait laver les sols, balayer toutes les pièces, astiquer les meubles, préparer le petit déjeuner avant de se rendre à l'école. À son retour, elle reprenait. Laver les assiettes, repasser, trier le linge, ranger la maison entière. Tanti Alice ne lui laissait aucun répit. « Pourquoi tu traînes encore là? Tu n'as pas fini de balayer la cour? » Jeanne ne répondait pas. Elle obéissait. Le cœur lourd, mais le visage calme. Ses week-ends étaient pires. Levée avant l'aube, couchée après tout le monde, elle travaillait sans arrêt. Même malade, même fiévreuse. Paul, de plus en plus absorbé par ses affaires, ne faisait plus attention à elle. Il ne voyait que les chiffres, les contrats, les profits. Jeanne n'existait plus à ses yeux que comme une ombre utile, silencieuse. Marc, devenu paresseux et insolent, l'appelait parfois « la fille à balai ». Rose, elle ne lui parlait presque plus, sauf pour lui demander de repasser ses robes ou de lui faire couler son bain. Mais Jeanne, chaque soir, après avoir éteint la lumière de la cuisine, se glissait en silence dans sa chambre. Elle s'asseyait au sol, sortait ses cahiers, sa torche, et recommençait à lire. C'était dans ces moments-là qu'elle se sentait encore humaine, encore digne. Elle savait que son salut passerait par l'école, et que personne, ni Rose, ni Tanti Alice, ne lui volerait ce rêve. Un matin, Tanti Alice franchit une nouvelle limite. Elle entra dans la chambre de Jeanne avec un énorme sac rempli de vêtements. Il y avait là des pagnes, des robes de cérémonie, des chemises froissées et même des sous-vêtements sales. « Tu vas laver tout ça aujourd'hui » ordonna-t-elle. « Ce sont les habits de mes amis.
Elles me les ont confiées. Et fais bien attention, hein! Pas une seule tâche, sinon je te fais tout recommencer. L'eau de la bassine devenait noire. Ses doigts se couvraient de gerçures. Ses bras étaient lourds, son dos lui faisait mal, mais elle tenait bon. À la tombée de la nuit, elle n'avait pas encore fini. Tanti Alice vint l'observer de loin, les bras croisés, l'air satisfait. « Demain, tu repasseras tout, et ne t'avise pas de salir mes pagnes avec tes mains de pauvresse. » Jeanne sentit une boule de douleur remonter dans sa gorge, mais elle ravala ses larmes. Pleurer n'apporterait rien. Elle le savait. Alors, dans le silence de la nuit, elle rangea ses cahiers et reprit ses leçons sous la lueur vacillante de sa torche. Au lycée, malgré tout, Jeanne restait une étoile discrète. Ses professeurs l'admiraient. Elle avait une écriture élégante, ses devoirs étaient toujours d'une grande qualité. Les garçons la regardaient avec respect. Malgré ses habits simples, malgré son visage souvent fatigué, sa beauté naturelle et sa dignité forçaient l'admiration. Et cela, Rose ne le supportait pas. Chaque fois qu'un professeur louait les efforts de Jeanne, que des camarades la félicitaient pour ses résultats, Rose bouillait de rage. Alors, elle lança des rumeurs. « Vous ne savez pas? Jeanne se prostitue la nuit pour payer ses cahiers, chuchotait-elle à ses amis. Et bientôt, ces mots perfides circulèrent dans les couloirs du lycée. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris.